et le dernier cours concernant la géro. La deuxième partie concerne la prise en charge des personnes âgées dans les cas très compliqués, c'est-à-dire la chirurgie endodontique chez les personnes âgées. Donc, cette chirurgie, il ne faut pas penser que cette chirurgie, la chirurgie endodontique ou n'importe quel acte chirurgical chez les personnes âgées, il y a un risque. Il faut d'abord évaluer le risque pour pouvoir dire qu'on opte pour la chirurgie buccale ou pas. Il ne faut pas oublier que la chirurgie buccale peut être relativement mineure lorsqu'il est impliqué des extractions, une chirurgie mineure parodontale, la mise en place des implants. Tout ça, c'est des chirurgies dites mineures. Et avant d'entamer cette chirurgie dite mineure, qui peut être majeure dans les cas suprêmes, c'est-à-dire quand le patient présente des pathologies lourdes, parce qu'il ne faut pas oublier également que des fois, on a des patients qui se présentent en consultation avec des complications bucco-dentaires qui nécessitent un acte chirurgical suite à une pathologie lourde telle que, par exemple, les cancers, ou bien suite à un traumatisme, une fracture mandibulaire qui nécessite également la mise en place des plaques. C'est une chirurgie lourde, c'est-à-dire la chirurgie peut être la conséquence d'une pathologie ou bien l'indication, donc suite à une pathologie. Et dans les cas extrêmes, on est obligé, dans les cas où elle fait suite à une pathologie telle que un cancer dans la cavité buccale ou bien un traumatisme, là on est obligé d'agir. On ne peut pas dire non, je ne peux pas traiter parce que c'est un sujet taré. Par contre, pour la mise en place d'un implant ou la chirurgie endodontique ou l'extraction, qui est considérée quand même comme un acte mineur, là, on peut gérer. Ça concernant l'introduction, concernant les personnes âgées. Et il ne faut pas oublier qu'il faut prendre en considération les maladies systémiques, telles que les cardiopathies, les problèmes pulmonaires, les troubles endocriniens, le vieillissement également physiologique et qui peut entraîner une prise en charge un peu spéciale vu que le patient il est sous traitement des polymédications sous traitement. Donc, il faut prendre en considération que ces traitements peuvent réduire le système immunitaire du patient. Et dans les cas suprêmes, il faut les prendre en considération en prenant en considération des précautions adaptées en fonction des pathologies. Maintenant, on va parler de l'anesthésie parce que l'anesthésie, vous avez vu, il y a une semaine, une patiente elle est décédée dans un cabinet, elle a fait un arrêt cardiaque et donc le praticien, il a paniqué et donc l'anesthésie peut entraîner des chocs vagales, un arrêt cardiaque. C'est pour ça qu'il faut prendre en considération cette partie qui est l'anesthésie chez les personnes âgées. En général, on opte pour l'anesthésie locale, en général avec vasoconstricteur. Quand le patient présente un risque majeur, il faut penser à ne pas dépasser 2 carpules d'anesthésie avec vaso pour couvrir l'acte et en fonction de l'acte, s'il est mineur ou s'il est majeur. Également, il faut penser en fonction de l'acte, le choix de l'anesthésie. L'anesthésie, elle doit être efficace. Sinon, si l'anesthésie ne prend pas, on ne peut pas faire l'acte. Donc, l'efficacité du produit et la durée de cette anesthésie, c'est-à-dire la durée de l'acte. Il y a des produits anesthésiques qui permettent une durée max entre 60 suicide. Monsieur Sid, comment on fait?
شوفي translucide. Donc, l'anesthésie en fonction du produit anesthésique. La durée de l'anesthésie peut s'étaler entre 60 à 90 minutes, comme elle peut s'étaler jusqu'à 7 heures. Oui. Comment on fait? Donc, on fait une petite pause, il y a une contrainte. Je reviens sur le champ, d'accord? Il y a une petite contrainte. Dans 5 minutes, on reprend. Comme ça, on termine. Pardon, donc on reprend. J'ai parlé de l'anesthésie et j'insiste sur l'anesthésie. Donc l'anesthésie avec vaso à base d'adrénaline à 1%. Pardon, je prends mon souffle.
Et la lidocaïne à 2% associée à l'adrénaline à 1 pour 1000 pour une anesthésie quand l'acte est considéré comme mineur. La durée de l'anesthésie peut s'étaler jusqu'à, je prends mon souffle, jusqu'à 90 minutes. Dans les cas extrêmes, on peut faire la lidocaïne 1% avec l'adrénaline à 2000 qui peut induire une durée de 7 heures, surtout pour les patients qui présentent une insuffisance cardiaque avec des bêta-bloquants. Comme j'ai dit, on ne peut pas dépasser 2 cartules d'anesthésie avec vaso chez ces patients qui présentent un risque majeur. Et il ne faut pas oublier que l'adrénaline est contre-indiquée chez les patients qui ont subi un arrêt cardiaque ou donc un risque, une cardiopathie à haut risque, trouble du rythme, infarctus du myocarde. L'adrénaline est contre-indiquée, il y a une contre-indication absolue de l'anesthésie avec l'adrénaline. Mais sinon, on peut associer la lidocaïne et l'éthidocaïne à l'adrénaline pour pouvoir faire n'importe quel acte mineur ou majeur dans la cavité buccale des personnes âgées. J'insiste sur ça, et c'est pour ça qu'il faut avoir une panoplie de produits anesthésiques dans vos cabinets. Également, on ne peut pas utiliser l'adrénaline chez les diabétiques non équilibrés. C'est très important également, parce qu'un diabétique équilibré, on dit qu'il est équilibré, donc équilibré dans les 3 à 6 mois. 3 à 6 mois avec le taux à 1 gramme, 1,30, 1,40, 1,50 jusqu'à 1,60 pendant une période de 3 mois. Donc, il doit nous ramener sa courbe de 3 mois pour pouvoir dire qu'il est équilibré. Et quand le patient tolère moins le stress, donc on peut donner de la diazépine, une cuillerée 1 heure avant l'acte pour pouvoir travailler avec à l'aise pour réduire le problème d'anxiété chez ces patients âgés qui ont peur parce que dans leur tête, une chirurgie, c'est une chirurgie. Quand vous allez lui dire on va vous faire une chirurgie, dans sa tête, c'est une chirurgie. Mineure, locale, ou pour lui, c'est une chirurgie. Donc, il faut le préparer. Dans les cas extrêmes, quand quand l'anxiété est très importante, on peut prescrire 1 heure avant l'acte, la diazépine, une cuillerée à café, même le soir. Donc, on peut donner le soir et le matin, une cuillerée à café le soir, une cuillerée à café le matin, 1 heure avant l'acte chirurgical pour minimiser les problèmes cardiovasculaires, une tachycardie et tout le plateau qui suit. Maintenant, la chirurgie endodontique. Donc, quand est-ce qu'on fait cette chirurgie endodontique quand on ne peut pas reprendre un traitement endodontique? Quand il y a un échec de traitement endodontique, quand il y a la dent considérée et scellée par une prothèse, une couronne, un ligne des corps, donc on ne peut pas l'enlever pour pouvoir reprendre le traitement canalaire. L'anatomie un peu compliquée également, où la partie apicale envoie une réaction échec d'un traitement endo, réaction périapicale, on peut aller vers la chirurgie endodontique. Donc, la chirurgie endodontique est une option thérapeutique en endodontie. Le but de la chirurgie est de sceller le système endocanalaire à rétro, c'est-à-dire une porte d'entrée infectieuse. Donc, on va sceller à rétro. On va expliquer les différentes étapes de cette chirurgie endodontique spécifique en odontologie. Donc, elle consiste à une résection apicale, curetage périapical,
soit à périapicale ou bien la zone latéro-radiculaire, et fermeture à rétro de cette zone pour éviter tout risque de surinfection au niveau de cette zone périapicale. Et également, s'il y a existence d'un tissu granulomateux ou kystique, on doit les éliminer, bien sûr. La chirurgie, on a vu la chirurgie, vous allez voir la chirurgie en 5e année, le cours 5e année chirurgie endodontique très détaillé, les différentes techniques de chirurgie, et c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails. C'est quoi ça? Le principe de la chirurgie endodontique, comme j'ai dit, donc on va parler des différentes étapes de cette chirurgie endodontique. Donc elle présente deux séquences, une séquence chirurgicale et une séance endodontique. La séquence chirurgicale passe par 4 étapes, une étape muqueuse, osseuse, périradiculaire, et une étape dentaire, et enfin une séquence endodontique. La séquence chirurgicale, l'étape muqueuse, donc le lambeau. Il y a différents types de lambeaux pour pouvoir mettre à nu les tables internes et externes du maxillaire. Concernant la zone qu'on va traiter, l'étape osseuse consiste à trépaner l'os en regard de la zone où on va faire cette résection apicale. L'étape périradiculaire, donc une fois on pénètre dans la région périapicale, à ce moment-là, on va faire un curetage de la lésion et une résection apicale et un scellement à rétro, soit avec l'MTA, la bedontine, ou bien même avec un amalgame. L'essentiel, faire une obturation à rétro étanche pour éviter une récidive de l'infection. L'étape dentaire destinée à sectionner ou l'apex de la dent concernée. En général, on sectionne l'apex on regarde la lésion au-delà de 2 mm. Parce qu'on suspecte que 2 mm de la dentine pariétale sont touchés par l'infection. Pour radicaliser l'infection, on fait une résection apicale obligatoire parce on ne conçoit pas qu'on fait une chirurgie avec lambeau. On fait le curetage et on referme. Il y a un risque de récidive si on n'élimine pas la partie apicale. La séquence endodontique. Donc, c'est une approche chirurgicale endodontique, d'où l'appellation de la chirurgie endodontique. Donc là, la radio, on voit qu'il y a une réaction périapicale, il y a un corps, donc là c'est schématisé, là comment on réalise le lambeau, donc muqueux, d'accord, on dégage, après on dégage le lambeau, après on fait au niveau osseux une trépanation au niveau, on regarde au niveau des corticales, donc on fait une trépanation, des fois on trouve l'os qui est détruit, on tend directement au niveau apical, on fait un curetage au niveau de cette zone et après on fait une section à peu près à 2 mm oblique ou bien transversale en fonction de la réaction. Donc on peut faire pour économiser quand la lésion touche, parce que l'apex, la forme, la partie apicale, il est un petit peu arrondi, et donc on peut faire une coupe oblique et une opération de toute cette partie avec biodentine ou MTA et formation d'un bouchon au niveau apical. C'est très très important. Là, on reprend le traitement endodontique qu'on retrouve dans cette partie et on obture classique. On fait une préparation, désinfection et obturation à rétro. On fait une résection apicale, on élimine tous les excès de pâte qui débordent et on reprend faire notre lambeau. Il faut être très rapide. Pourquoi? Quand l'acte il est rapide, le risque d'échec est très faible. Quand vous perdez beaucoup de temps, il faut tout préparer, votre plateau technique, vous faites l'anesthésie, une fois que vous êtes prêt, il faut être très rapide, ne pas chercher, tourner, préparer, tout doit être préparé pour minimiser le temps opératoire. Et donc, quelles sont les précautions à prendre? Donc là, il faut toujours faire un interrogatoire pour pouvoir dire que le patient présente
un état de santé dit bon, une bonne santé, pouvoir dire je vais entamer une chirurgie endodontique. Non, donc là on parle de spécificité endodontique. Donc l'indication de la chirurgie, elle s'impose. En fonction de l'anxiété de votre patient, on fait une prémédication à la diazépine. Le choix de l'anesthésie, comme on dit, faible concentration en vasoconstricteur, comme on a expliqué. Et le procédé, l'acte opératoire, il doit être très court et atraumatique. Il ne faut pas traumatiser, il ne faut pas curer d'une manière aveugle, il faut contrôler les gestes, il faut faire une résection apicale convenable. Le champ doit être propre pour éviter tout problème post-opératoire. L'acte doit être très court. Chaque fois, quand vous réduisez le temps, vous augmentez la réussite de votre acte. Vous augmentez le temps, vous réduisez le pronostic doit être simple. Donc, le pronostic de votre acte thérapeutique dépend de la durée de l'acte et de l'action du praticien au niveau du site. Et là, on ne fait que rappeler que le personne âgée présente des polypathologies et on doit faire très attention par rapport à un patient considéré comme sain, jeune. Il ne faut pas oublier, des fois on a des édentations partielles, des fois on a, donc le patient est fatigué, il ne peut pas ouvrir. Il faut maintenir le maxillaire pour que le patient ne soit pas fatigué. Il faut être très rapide et non traumatique. Et il ne faut pas oublier également que l'indication de l'acte chirurgical, on ne peut pas faire à tort et à travers. L'acte chirurgical, ils sont donc si nécessaire. On ne peut pas dire ah je vais faire une chirurgie. Donc, dans le cas extrême où l'indication de la chirurgie s'impose, à ce moment-là, on fait la chirurgie et on doit penser un pronostic. Il doit être bon aussi bien sur le plan général que sur le plan local et mesurer toujours bénéfices et risques. On doit évaluer le risque et le pronostic de notre acte opératoire. Maintenant, on récapitule concernant les étapes chirurgicales. Donc, l'intervention chirurgicale passe par des étapes. Intervention, donc, on doit faire, quand le malade se présente, pouvoir poser un diagnostic, une chirurgie endodontique, on doit faire un examen minutieux. Puis, parce que le personne âgée, dans les cas extrêmes, vous pouvez demander des examens complémentaires tels que la radiographie rétro ou bien la panoramique associée à une rétro, d'endoscan également, combine sur beaucoup de services pour pouvoir poser l'indication de la chirurgie. L'évaluation des difficultés, visibilité et accessibilité, parce que quand le patient il peut présenter un handicap physique, il ne peut pas ouvrir, vous ne pouvez pas entamer sa chirurgie. Le site de la dent également, le site où vous allez appliquer votre acte chirurgical sur une 6, une 7 plus haut, c'est pratiquement impossible chez les personnes âgées par rapport à une prémolaire ou bien une canine ou bien une centrale, où la visibilité et l'accessibilité sont quand même considérables sur une centrale, une latérale, une canine par rapport à une molaire. Également, il faut connaître et maîtriser l'anatomie, donc les 6 les cavités césiennes, les cavités naturelles, et puis l'innervation et la vascularisation. Vous pouvez entraîner des paralysies faciales quand vous ne maîtrisez pas l'anatomie. Donc, c'est un tout. Et puis, il faut choisir quelle technique chirurgicale vous allez adapter pour votre patient, quel type de lambeau pour votre patient. Et donc là, il faut être très vigilant, il faut maîtriser les techniques chirurgicales, il faut maîtriser toutes les données pouvoir faire pour ne pas avoir une surprise, pouvoir faire cet acte opératoire, les bilans sanguins, les bilans radiologiques, l'examen clinique, l'état de santé du patient, la coopération du patient. La dent nécessite, c'est une dent Piggy Bridge, toutes les conditions sont favorables, on conserve la dent et on fait une chirurgie. Vous allez placer un implant également. L'indication de l'implant, pour pouvoir faire une prothèse préportée, vous êtes obligé de placer les implants, pas obligé entre l'éducation thérapeutique. Et vous devez avoir en contrepartie tous les éléments nécessaires qui vous orientent, qui orientent vers un pronostic favorable et une chance de réussite de votre acte thérapeutique. Donc, vous devez avoir un certain bagage, un bagage théorique, un bagage pratique, maîtriser l'examen clinique, maîtriser la lecture des examens complémentaires tels que le combiné, le dentoscan. Et puis la visibilité, l'accessibilité, si vous pouvez utiliser des microscopes optiques, bien des loupes
pour améliorer également la lumière, la visibilité. Si vous avez de lumière donc LED, ça va vous la digue. Tout ça, ça va aider concernant la visibilité de votre champ opératoire. Puis, maîtriser la technique chirurgicale. Si vous avez des bisturies électriques, vous pouvez les utiliser. Si vous avez un laser, vous pouvez l'utiliser pour radicaliser l'infection, pour nettoyer le site, éliminer les kystes et les granulums et le foyer infectieux avec un laser. Et donc, ça rend énormément de service. Donc, les moyens également jouent un rôle très important. La compétence du praticien, maîtriser l'examen clinique, maîtriser la lecture des examens complémentaires, maîtriser la pathologie du patient, l'indication de la chirurgie, les moyens, bien sûr, on ne peut pas travailler sans moyens. Tout ça est à la faveur d'un pronostic quand même favorable. Et il ne faut pas oublier à côté l'anesthésie qui est très importante. Quel type d'anesthésie il faut choisir, calculer le temps de votre acte, quel type d'anesthésie vous devez choisir en fonction de l'état général de votre patient. Est-ce qu'il faut méditer par des neuroleptiques pour relaxer le patient ou non? Est-ce que l'indication de la chirurgie s'impose? Quand le patient il est anxieux, il n'est pas équilibré, il y a un risque de mauvaise cicatrisation, supposant un cardiopathe, un diabétique qui n'est pas équilibré, il est très anxieux, donc là on ne peut pas faire la chirurgie. Donc on peut différer l'acte opératoire jusqu'à ce que le patient soit équilibré, faire une approche psychologique, un examen complémentaire. Une fois toutes les conditions sont favorables, à ce moment-là, on peut entamer la chirurgie endodontique. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est pratiquement le cours est terminé. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je suis à l'écoute. Vos questions? Il n'y a pas de questions? Pour les questions. Il y a pas. Donc, si vous avez des questions à poser, je suis à l'écoute. Oui, on peut opérer avec l'amalgame. Les techniques fondamentales, l'amalgame, c'est un biomatériau qui existe toujours. Il n'y a aucun risque. Donc, la partie apicale, bon, la radio que je montrais, quand les 2 tiers du canal sont vides, on ne peut pas obturer avec l'amalgame. On peut obturer avec l'oxyde de zinc que je note et des 2 millimètres, le bouchon apical, on peut utiliser l'amalgame. Il n'y a pas une contre-indication. Si vous n'avez pas d'MPA, si vous n'avez pas de biodoxine, vous pouvez utiliser cette indication. L'un des indications de l'amalgame, c'est une obturation à rétro. Quand le patient présente un bridge, c'est toujours l'indication d'une chirurgie. Ça dépend. Quand un corps, le bridge. Quand on peut desserrer un bridge, donc céramo-métallique ou en zircone, ou quand on peut le desserrer, faire le traitement d'eau par bois endocannulaire, le problème ne se pose pas. Et quand il y a des corps, c'est là le problème. On ne peut pas les enlever. Donc on est obligé d'aller, comme le cas que j'ai montré, il y a un corps, mais on est obligé d'aller là-bas en à rétro. Mais l'amalgame, parmi les indications des amalgames, classe 1 au niveau du cingulum, quoique actuellement on n'utilise plus au niveau du cingulum classe 1, parce qu'il y a le problème esthétique, il y a des valeurs de mercure qui vont donner un aspect risâtre au niveau de la centrale latérale canine, mais l'indication parmi les indications classe 1 au niveau du cingulum. Également la classe 2, la classe 3 et les obturations à rétro. Actuellement avec les MTA et le biodontine, quoique le MTA, on ne peut pas également faire une obturation avec le MTA. Il ne faut pas oublier que le MTA, c'est des minéraux. Et quand on obture avec MTA, ça va donner un aspect grisâtre également là-dedans. C'est pour ça que vous faites uniquement le bouchon apical. Quand le canal est vide, il y a votre anticorps. Quand le canal est vide, vous faites une préparation à rétro, une désinfection à rétro, une obturation à l'oxyde de zinc à rétro et le bouchon. Vous pouvez utiliser l'amalgame, l'MTA ou bien le biodontine. On ne peut pas obturer le canal en totalité fine centrale avec le biodontine parce que certes, ils ont amélioré le côté esthétique parce qu'ils ont remarqué avec le MTA parce que le MTA, donc ça pose il ne faut pas oublier que le MTA, c'est des minéraux. Et ces minéraux ont donné un aspect grisâtre au niveau de la dent. Malgré l'efficacité de l'MTA, mais également il y a des effets indésirables. On ne peut pas utiliser l'MTA pour obturer un canal qui central d'une canine ou d'un prémolaire apparente le sourire. Après la dent, elle va être grisâtre.
parce que les sels minéraux vont passer à travers des vétuliers, ils vont donner un aspect grisâtre au niveau de la dent. Encore. Vous avez d'autres questions? Moi, j'insiste beaucoup sur l'anesthésie. Et il faut avoir différents types d'anesthésie dans votre cabinet. Et vous devez choisir, vous avez vu le cours en troisième année des produits anesthésiques. C'est pas uniquement avec l'adrénaline, hein. Donc, il y a une panoplie d'anesthésie qu'on doit avoir dans notre cabinet. Et on doit choisir l'anesthésie en fonction du patient, et en fonction de l'acte, en fonction de la durée de notre acte, en fonction de l'état général du patient. C'est très important l'anesthésie. L'anesthésie avec l'adrénaline n'a jamais été contre-indiquée. Comme j'ai dit, l'adrénaline est indiquée juste quand il y a un risque majeur chez les patients à haut risque, les cardiopathies à haut risque, un cardiopathe non équilibré. Sinon, les vasoconstricteurs, au contraire, ils vont empêcher, donc, il y a beaucoup de sang dans le site. Cette vasoconstriction, elle va empêcher le passage des germes, donc le site il est ouvert, donc l'infection va stop. Donc l'intérêt des vasoconstricteurs. Mais il y a une contrepartie, contre-indication absolue. Les vasoconstricteurs, quand je dis parce que cette vasoconstriction chez les diabétiques non équilibrés peut entraîner des nécroses au niveau tissulaire irréversibles. Également chez le cardiopathe à haut risque, cette vasoconstriction peut entraîner des détresses au niveau en trouble du rythme. Apparemment, c'est terminé, hein, le temps. Hein. Le temps. Ça y est. Est-ce que vous avez des questions à poser? Tout est clair? Ok, donc le programme de la Véro est terminé. C'est le dernier cours. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir... vous m'avez permis... on a besoin de ces cours. Parce que là, avec le Covid, hein, croyez-nous, on souffre. Hein. Donc là, c'est une bouffée d'oxygène quand on est dans le cours. C'est une bouffée. On sent qu'il y a une reprise de la vie. Donc,